premiers éléments que je voulais présenter, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cette guerre. Alors, la Chine a une croissance qui a baissé, mais elle fait quand même rêver pas mal de pays. On est encore à 5%, 5,2%. Mais surtout avec la guerre économique, et c'est là que ça va impacter énormément l'Europe, le taux de change dollar-RMB, ou le yuan est indexé sur le dollar. Donc, dès que le dollar il baisse par rapport à l'euro, la monnaie chinoise, elle baisse par rapport à l'euro. Le dollar a perdu 20%. Donc, la monnaie chinoise a perdu 20%. Donc, les produits chinois sont 20% moins chers en Europe. On le voit tout de suite sur le graphique suivant. L'impact de Trump, 20%. Donc, attendez-vous à avoir quand même des produits chinois moins chers qui vont nous envahir. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'à chaque fois, François, je le fais flipper, donc je continue. Ce qui se passe aussi, c'est sur ces relations, ça pose un gros problème. Et la Chine, elle s'est dit, bon, comment je peux répondre à ces problèmes de taxes? Répondre taxe à taxe, ça ne sert à rien. La Chine est beaucoup plus subtile dans son approche. Elle s'est dit, bon, les terres rares, ça, c'est essentiel. Taxer les produits, on va le faire un petit peu, mais on va voir que ça. Donc, ils ont surtout fait des trucs sur les terres rares. C'est passé assez inaperçu en Europe. Et en Europe, le gros problème qu'on a, alors à part les spécialistes de physique nucléaire, on ne sait pas ce que c'est que les terres rares et on ne sait pas à quoi ça sert. Et que j'en ai parlé à des sénateurs en Chine il y a quelques mois, je leur parlais d'arsenic. L'arsenic, c'est pas une terre rare, c'est un poison, ça sert à rien. Bienvenue dans le monde de l'électronique. Donc là, la réponse de la Chine, c'est de se dire, bah, nous, on va être souverains. Donc il y a Huawei qui vient de lancer une puce pour l'IA, qui compète, c'est l'anglais ça, qui a à peu près les mêmes capacités que la Nvidia H100, mais il y a 2 jours, pour la première fois, Huawei vient de sortir son premier PC portable entièrement chinois. C'est-à-dire que la puce dedans, c'est une ARM chinoise, tous les composants sont chinois, l'OS est chinois, disque dur chinois, écran chinois. Il n'y a plus un composant européen ou américain dedans. Et ça, les Américains ne s'en sont pas vantés, mais c'est une perte économique majeure pour Windows. Il n'y aura plus de Windows. Sur 1 milliard d'habitants, parce que Huawei a une force de frappe en Chine énorme. Donc ça, c'est une première réponse. Un deuxième exemple, une autre société qui s'appelle Sofgo, qui va faire aussi des puces. Alors, la dernière puce Huawei, elle a 5 nanomètres. Ils vont graver bientôt en 3. Eux, ils ont acheté à peu près officiellement des éléments qu'ils fournissent à Huawei, mais directement à TSMC, qui n'était pas censé livrer les 3 nanomètres en Chine. Donc la Chine arrive toujours à détourner ce qui se passe. Ça, c'est très local. Mais ce qui se passe d'autre, alors en fait, la Chine s'est dit, bon, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et le gouvernement chinois, il est très pragmatique. Dis-moi, mettre de l'argent dans la philosophie, l'histoire, la géographie, hors de question, ça ne sert à rien. J'espère qu'il n'y a pas d'historien ici. Par contre, je vais mettre de l'argent dans les sciences. Je vais mettre de l'argent dans les maths, dans la robotique, dans l'IA, dans le spatial. Parce que je pense, qui parmi ici peut me citer des fusées chinoises? À part Longue Marche, hein, j'entends. Mais à part celle-là, eh ben, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a plus de 15 lanceurs. Ouais. Il y a 15 lanceurs. Et, autre élément, l'armée. Alors ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée des publications chinoises dans le monde universitaire. En rouge, c'est la Chine. Par domaine d'activité. Donc, vous pouvez, alors, Quantum, ils ne sont pas encore très forts. Alors, tout ce qui est sous-marin, énorme. Hypersonique, énorme. Electronic Warfare, c'est pas un hasard. Donc là, vous avez la Chine qui commence à dominer le monde d'un point de vue publication universitaire. Et ça, on en parle très peu. Alors en France, on est mal placé pour une bonne raison, c'est qu'en fait, si on prend le Harvard, c'est un groupement en gros, en France, à part Polytech à Paris, on est tellement dilué qu'on n'apparaît même pas sur les cartes. Si je prends ça, je vais vous donner un autre exemple, mais je ne vais pas passer à travers tous. Hein. Vous regardez l'évolution d'année en année du positionnement des pays par type de technologie. Il y a un rapport très intéressant, j'ai mis un lien là-dedans, qui vous montre qu'en gros, sur 64 techniques critiques de sciences, la Chine est numéro 1 mondial dans 60. Et ce rapport est mis à jour tous les ans.
Alors, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est une réalité. Donc maintenant, si on veut lutter, alors si on regarde par exemple, les batteries électriques, la France, en 2003, on était bon. Hein. Maintenant, on n'est même plus sur la carte. Alors, et là, sur les métaux rares, et c'est ça qui inquiète les Américains, d'où l'Ukraine, eh ben, les Américains dépendent de la Chine pour énormément de métaux, à 100%. L'arsenic, c'est 100%. Le gallium, c'est 100%. Et si vous n'avez pas de gallium ou d'arsenic, vous n'avez plus de puces. Mais il n'y a pas que ça. Titelman aurait très très bien pu en parler hier. Vous n'avez plus de radar dans les avions. Donc, ce qu'a fait la Chine, il s'est dit, ben, on va faire un coup de semonce. On va baisser de 10% l'exportation du gallium. Pour dire aux Américains, les gars, vous calmez. Et ça, c'est directement, Trump a baissé son taux de 300% à 40%. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, le gallium, vous l'avez pour les radiofréquences, l'optoélectrique. Donc, si vous n'avez pas de gallium, bah, les F-35, vous n'en aurez pas. Et comme ils dépendent à 100% des Chinois, ça pose un problème. Bon, ça, c'était en introduction. L'autre problème qui se passe, c'est qu'on voit de plus en plus en Chine, il y a de plus en plus une séparation des technologies entre les technologies chinoises, typiquement Baidu qui a son propre type GPS, il y a le GPS européen, mais on le voit aussi sur la 6G, la Chine est en avance, et les Américains ne veulent pas la même chose. En IA, la Chine est très en avance, même si on n'en parle pas beaucoup, il n'y a pas que DeepSeek. Et donc on est en train de voir une séparation des technologies qui est assez dangereuse, et du coup, nous, Européens, on est où là-dedans? Donc on a quand même un problème. Je n'ai même pas dit français, hein, j'ai dit européen. Il va falloir quand même qu'on se positionne à un moment donné. Alors si vous voulez suivre vraiment ce qui s'est passé, de toute façon les slides seront disponibles. Là vous avez un rapport complet sur les technologies. Ça fait peur, mais il ne faut pas abandonner. Alors maintenant, si on vient plus sur ce qui se passe en Chine en IA, alors on a eu DeepSeek, mais moi DeepSeek j'en parle depuis avril l'année dernière. DeepSeek c'est pas sorti en décembre. Mais DeepSeek c'est pas le meilleur chinois, de loin. C'est celui qui est connu ici. Alors DeepSeek maintenant, si vous prenez une voiture type Xiaomi qui arrive en Europe, ou la BYD, c'est le LLM qui est embarqué dans la voiture. Mais vous avez par exemple Baidu avec Ernie, qui a un LLM qui lui il affiche des émotions. Donc il est capable d'identifier quand il y a un texte si c'est du satirique ou pas, qui donne une avancée assez phénoménale en termes de LLM. Vous avez Huawei, alors qu'il y a Pangu. Pangu, c'est la première fois de l'histoire du magazine Nature qu'une entreprise privée a pu publier un article. Il vous fait des prévisions météorologiques, par exemple, 10 000 fois plus rapides que les ordinateurs qu'on a chez Météo France. TikTok avec ByteDance, qui vient de sortir Seed Thinking, lui, il va raisonner, réfléchir avant de vous répondre. Donc il va s'auto-analyser pour éliminer les effets de bord. Vous avez Kimi. Alors Kimi, vraiment, vraiment intéressant. Il est absolument inconnu en Europe. Vous pouvez aller sur kimi.ai pour le tester. Ça vaut le coup, je vous laisse le découvrir, mais il a des capacités exceptionnelles. Et ça fait 4 mois qu'il existe, personne n'en parle dans le monde. Et il est largement au-delà de DeepSeek. Alors, les Chinois, ce qu'ils ont fait, ils ont été un peu plus pragmatiques. Ils se sont dit, bon, on va faire des LLM. Bon, il y a plus de 100 LLM, gros modèles en Chine. Hein. Mais ils se sont dit, mais faire des LLM, ChatGPT, ça sert à rien. Nous, on va faire des LLM par secteur d'activité. Donc, vous avez des LLM spécialisés télécommunications, médecine, finance, et ils sont hyper spécialisés. Résultat, ils sont beaucoup plus performants. Alors, vous avez les principaux Wenxin, Tsinghua, Tonghi, Baichuan, Kimi. Donc ça, c'est à peu près classiques pour tout le monde. Mais vous avez, par exemple, les telcos ont toutes leurs propres LLM. Les telcos, China Mobile a son LLM, Zhutian, China Telecom, Tsiming, et tous sont spécialisés en télécom. Ils ne vont pas essayer de faire de la finance, ils font des télécoms. Vous avez les fournisseurs, auront tous leur LLM, qui vont être soit spécialisés sur le smartphone, soit spécialisés sur les devices. Donc c'est une approche qui est vraiment très sectorisée, qu'on n'a pas chez nous. Alors, vous allez me dire, qui parmi vous connaissait cela de LLM, à part celui de la Poste
qui doit connaître Siwen. Mais à part ça, je pense que vous ne les connaissez pas, ces LLM. Alors, si vous voulez lire les articles sur Pangu, je ne vais pas rentrer dedans, mais Pangu, super puissant. Et il fait aussi d'analyse de molécules. Ils ont utilisé Pangu pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre une nouvelle batterie. Donc, quels sont les composants, métaux ou autres, qui donneraient des meilleures performances. Ils sont partis de plus d'1 million de molécules potentielles. Et en l'espace d'une journée, ils ont réduit à 25 molécules. Pour qu'après, des chercheurs disent, bon, on va tester celle-là, plutôt que de se taper 1 million au départ. Et ce qui va améliorer les performances des batteries, comme s'ils n'étaient déjà pas assez en avance par rapport à nous. Un autre trip de LLMA qui vient de sortir, ça c'est assez récent, c'est l'université de Tsinghua. Alors Tsinghua, c'est une université qui est à Pékin. Particularité des élèves de Tsinghua, les élèves en doctorat à Tsinghua ont un QI moyen de 150. Pour donner un ordre de grandeur, à Harvard, c'est 120. Ils se sont dit, bah, tiens, on va faire un hôpital qui sera entièrement dirigé par de l'IA. Donc sur les 21 départements de l'hôpital, il y a 41 médecins qui sont que de l'IA. Et qui sont capables de traiter ou d'analyser 10 000 patients jour. Ce qui, normalement, faut à peu près 2 ans pour l'équivalent en médecin, pour 10 000. Et ils ont un taux de réussite, au début, de 93%, surtout dans tout ce qui est pulmonaire. Ce qui, après 1 ou 2 semaines, est quand même très, très impressionnant, la vitesse d'apprentissage. Je sais, je fais peur à François, mais bon. Alors, si vous voulez, la robotique, alors, ça a déjà été un peu présenté, mais, alors, vous avez tous peut-être vu Marathon de Pékin qui était couru par des robots. Alors, il y a des robots qui étaient pas autonomes, mais il y a des robots vraiment avec de l'IA. Il y a une chose qui est intéressante, la synchronisation de plusieurs robots, parce que en fait, le robot qui est rentré dans la foule, c'était au Nouvel An chinois. C'est un des robots danseurs, mais en fait, ils sont plein de robots, ils sont tous synchronisés, et ils se synchronisent avec les humains qui sont là en même temps pour danser. Et c'est extrêmement difficile de synchroniser tous les robots ensemble avec des humains. Vous avez un robot, alors moi je l'ai appelé Terminator parce que... il a des grosses dents. Non, parce que le robot chien qui était présenté, ben, en fait, ils sont passés à l'étape suivante. C'est que maintenant, il est armé. C'est mieux que des dents. C'est mieux que des dents. Et vous avez un robot qui a été fait pour l'assistance policière, je trouve assez intéressant. Donc, je vais vous montrer les vidéos. À la régie, là-bas, donc ça, c'est le robot chien, donc ils vont la passer. Quand je dis qu'il a un canon, c'est pas... En fait, il y a un drone. Ah non, c'est pas celle-là, par contre. Bah celle-là, c'est pas grave, on va les prendre dans l'ordre qu'elles sont données. Donc ça, c'est les danseurs, les robots danseurs. Alors, honnêtement, je préfère des femmes qui dansent que de voir des robots comme ça, parce que ils sont pas d'une qualité, mais ils sont complètement indépendants. Entrer dans le public. Et donc, il y a les danseuses derrière, et après, ils vont se synchroniser avec les danseuses. Si on passe à la suivante, s'il vous plaît. Alors là, vous allez voir le robot. Et en fait, il va tirer au canon sur un drone qui lui aussi est Wikipédia. Et ils se font la guerre. C'est bon, là on va passer à la 3e vidéo. Et là, le robot de la police dans une ville de Chine, donc la boule qui tourne là, elle est capable d'accélérer à 35 km/h. Elle a un filet, elle a des gaz lacrymaux. Dans Star Wars, ils l'ont fait pour de vrai. Ah bah ils l'ont fait, ouais. Et elle est capable d'arrêter quelqu'un. Puis une boule comme ça qui pèse 300 kg. Ouais. Donc elle est, alors là c'était les tests, mais elle est complètement autonome la boule. Alors je suis pas sûr qu'en France on accepterait de se faire attaquer par une boule, mais en tout cas elle lance un filet, elle lance des gaz lacrymogènes, elle a tout ce qu'il faut. Ah mais pour le rodéo urbain, il va plus vite que la moto parce qu'elle accélère. Voilà, là il s'est fait pris un... Ouais, c'est bon, merci pour les vidéos. Donc ça c'était pour montrer, alors de toute façon j'ai mis d'autres liens pour ceux qui veulent regarder plus, mais donc les robots tueurs, ça existe déjà, ce qui pose un problème quand même plus que technique. Est-ce qu'on autorise ou pas un robot à avoir des armes? En argentique, globalement. Alors un drone, quelque part, ça pourrait. Là, sur un chien, là il tire sur un drone, mais un bug comme celui de l'usine, bah, s'il commence à tirer sur la population, qu'est-ce qui se passe? Alors là, celui-là, j'ai pas la vidéo, mais vous pouvez la regarder.
le robot, là, il fait du kung-fu. Mais du vrai kung-fu. Le bâton, il se protège du bâton, il donne un coup de pied tournant qui fait tomber le bâton et tout. Donc là, quand on parlait du robot qui avait un bug, qui est en métal, lui, en plus, il est entraîné à faire du kung-fu. Donc j'imagine même pas le bug. En fait, Stéphane, c'est que j'ai inversé la présentation Afrique et Chine, mais je comprends maintenant, c'est un acte manqué parce qu'à l'heure de la digestion, ça aurait été un peu trop là, un peu trop. Bon alors là, c'est ceux que vous avez vus donc, qui dansent et la boule qui roule jusqu'à 35 km/h quand même. Et là, puisqu'on parlait de l'apprentissage des robots, eh ben Shanghai, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien à faire. Donc en décembre dernier, ils se sont dit, tiens, on va faire la première usine d'entraînement des robots où on peut entraîner 1000 robots en même temps en apprentissage. Donc là, sur la voiture, mais il y a 1000 robots sur toute la chaîne qui apprennent tous les métiers liés à la voiture. Donc c'est la première fois au monde qu'il y a une usine d'apprentissage de robots. Donc ils en sont là en fait. Le spatial. Alors la Chine, en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais déjà ils sont allés sur la Lune et ils seront certainement les premiers à reposer les pieds sur la Lune, certainement avant les Américains. En fait, il y a une guerre entre les Américains et les Chinois de ce côté-là. Ils sont en train de réfléchir à avoir des lanceurs sur l'eau. Donc ils sont en train de construire des bateaux lanceurs de fusées et de récupération de fusées. Parce qu'en fait, la Chine a un problème, elle n'est pas sur l'équateur. Donc ça lui coûte plus cher. Les géostationnaires lui coûtent plus cher. Donc là, ils viennent de signer un contrat la semaine dernière avec la Malaisie. Ils sont en train de construire une base de lancement en Malaisie aussi. Donc là, ce sera la fusée Hyperbola 3 qui est prévue pour décembre de cette année. Donc premier vol lancé depuis un bateau. Ça ressemblera à ça, le bateau. Donc celui-là existe déjà. Celui-là, c'est le Jilong 3, qui est déjà au sud de la Chine, à Haiyang. Et là, vous avez une ville qui est en train de construire. Non, quitte à avoir un lanceur, autant faire plusieurs. Donc ils vont faire une ville de lanceurs. Comme ça, c'est plus simple, parce que quand on a 1200 satellites à mettre en orbite, ça va plus vite. On est dans la démesure chinoise. Et les fusées chinoises actuelles, il y a ça, qui sont les nouveaux lanceurs de cette année. Je ne parle pas de ceux qui existaient déjà. Ça, c'est que les nouveaux lanceurs. Donc la longue marche, il y en a une, c'est la 8A et puis la 12A. Donc la Chine, on en parle très très peu. On parle surtout d'Elon Musk sur ses fusées. Mais en fait, la Chine lance des fusées, plus d'une fusée par semaine. Il y a des semaines où ils lancent 4 ou 5 fusées. On n'en parle jamais. Ils mettent en orbite entre 50 et 200 satellites tous les mois. Et ce n'est pas que des satellites civils. Et la dernière en date, qui date de cette semaine, ils se sont dit, quitte à mettre des satellites militaires en orbite, qui font des belles photos, si on mettait un data center en orbite, comme ça on récupère les photos directement, parce que c'est pas loin, et on ne les renvoie pas vers la Terre. Et dans le data center qu'ils vont mettre en orbite, ils mettent de l'IA pour traiter les photos. Comme ça, ils auront directement le résultat. Très pragmatique, ils ne se posent pas le problème du réchauffement climatique qu'ils ont mis en orbite. Alors enfin, l'éducation. La Chine s'est dit, quand même, l'IA, c'est important. Donc ils se sont dit, comment faire ça? Alors ils se sont dit, c'est simple, à partir du primaire, l'IA est obligatoire. Donc à partir du CP, les élèves auront 8 heures par an en CP, déjà pour avoir une première expérience de ce que c'est que l'IA. Et plus ils vont monter, à partir du collège, ils vont commencer à faire des prompts. Alors quand ils vont arriver en terminale, nous on n'aura pas encore pris la décision de savoir s'il faut faire de l'IA ou pas, eux ils auront déjà 200 ou 300 heures d'avance. Et leur esprit aurait été formaté en tant qu'enfant à l'usage de l'IA et au prompt. Et ça fait encore plus peur. C'est-à-dire que nous, Européens ou Français, peut-être qu'au niveau de l'éducation, il va falloir qu'on se pose la même question. Plutôt que leur apprendre à faire, je ne sais plus comment ça s'appelle le logiciel, la tortue qui tourne à gauche, à droite pour apprendre l'informatique, peut-être qu'on devrait leur mettre... Ouais, ils font encore ça de nos jours, mais c'est une découverte de l'informatique. Oui. Donc ils en sont là. Alors maintenant, par contre, j'attire votre attention sur un autre phénomène. On a tous plus ou moins eu ou auront des stagiaires ou des employés qui viennent de Chine.
Il y a un site, alors certains le savent déjà parce que j'en avais parlé à l'Iagora. Il y a un site qui est très très important qui s'appelle unitracker.aspi.org.au parce que c'est en Australie, pardon. Il va vous donner la connexion entre l'université d'où vient l'élève et le gouvernement chinois ou les services secrets chinois. C'est quand même très important parce que l'espionnage, de toute façon, tous les étudiants chinois qui viennent sont obligés de faire un reporting vers le gouvernement, ça c'est obligatoire, mais il y a des écoles qui sont plus dangereuses que d'autres. Alors ce site-là, il est accessible à tout le monde. Un petit chèque, par exemple si je prends Beihang, alors Beihang c'est l'université d'aéronautique de Pékin, c'est là qu'est hébergée l'école centrale de Pékin, qui est une extension de l'école centrale de Paris. Beihang risque d'espionnage très haut et niveau credential top secret. Donc avoir Centrale Paris, qui est trouvé comme idée d'avoir comme élèves des gens très liés au service secret, c'est un choix. Vous prenez Harbin, parce que j'ai ma voisine qui est chinoise, je me suis dit tiens, mais elle vient de où? Je regarde son CV. Harbin, je me dis Harbin, unité d'Harbin, c'est bizarre ça. Regarde. Ah, service secret. C'est bizarre, je suis dans un bâtiment, il n'y a que des gens d'Orange. Il y a une seule personne qui n'est pas d'Orange. Elle vient des services secrets chinois. Je me dis, c'est quand même ballot. Pas de chance. Mais donc, en tout cas, je vous invite vraiment à utiliser ce site. Au moins, ça vous donne une corrélation. Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Tous les Chinois ne sont pas des espions. Mais il faut quand même vérifier à minima le risque. Voilà, donc je voulais vous donner un petit tour rapide, et je suis dans les temps, pour au moins vous montrer ce qui se passe en robotique, en IA. La Chine est loin devant, mais c'est pas perdu encore. Ouais, il reste 2 minutes, alors tu as 2 minutes pour nous remonter le moral, alors vas-y, si tu as des trucs, on prend, je pense. Pardon, ah oui d'accord, excuse-moi, moi j'étais assis. Il y en a qui sont pas morts attendez, encore. Ouais, moi je m'en suis pas remis, ça c'est clair. Allez, n'hésite pas à te présenter. Pascal Hura, Resté Microelectronics. Donc merci encore une fois Nicolas, c'est toujours aussi super. Pour revenir, enfin ils ont choisi visiblement, ce que je comprends de tout ce que tu nous donnes chaque fois, ils ont choisi une IA de remplacement. Tu nous as donné les chiffres du chômage des jeunes. Ouais. Comment tu vois la situation? Parce que alors, le chômage des jeunes, je vais quand même l'expliquer. C'est un problème. En fait, le Japon a eu exactement le même problème. Donc, je vais faire un parallèle avec le Japon. En Chine comme au Japon, en gros, les jeunes qui sortent de l'université, on les embauche à la même date tous les ans. Au Japon, c'est le 1er avril. En Chine, en gros, c'est 1er juillet. Au Japon, en 1995, il y a eu le tremblement de terre de Kobe. Résultat, les jeunes qui devaient avoir leur diplôme le 1er avril n'ont pas été embauchés au Japon, ce qui a amené une population complètement sacrifiée, une tranche d'âge. En Chine, c'est passé la même chose, parce qu'au moment où ils devaient être embauchés, on était en plein Covid. Et du coup, ils se sont retrouvés, on ne peut pas embaucher, parce que de toute façon, on ne va pas embaucher des personnes qu'on ne connaît pas. Sauf que quand ils ont réouvert leurs usines et autres, il y avait une année qui était passée. Et donc, ils se sont retrouvés avec une population complète qui ne pouvait rien faire. D'où le problème d'une grosse montée du chômage chez les jeunes. Alors, si j'en crois les chiffres officiels chinois, avant qu'ils arrêtent de les publier parce qu'ils n'étaient pas bons, ils étaient à 20%, quand non, on estimait plutôt qu'ils étaient à 40%. Et là, le gouvernement s'est dit, bon, on va peut-être plus les publier, ça sera plus simple, il n'y a plus de chômage. Donc, on ne sait plus même combien ils sont. Mais par contre, ils ont la population qui baisse, et les jeunes qui s'étant retrouvés confrontés à du chômage sont démoralisés. Et il y a un deuxième élément qui perturbe, c'est qu'en fait, la Chine, c'est plus l'usine du monde. Les usines, elles sont plus en Chine. La Chine, elle déplace ses usines au Vietnam, parce que c'est moins cher. Donc la Chine ne fait plus que du R&D en Chine. Et du coup, ils ont plein de jeunes, ils ne savent pas quoi en faire, parce que ils veulent les usines, ils les mettent au Vietnam. Et c'est une réalité économique de la Chine. Et tu penses qu'ils peuvent durer longtemps comme ça ? Ils ont failli avoir une révolution en octobre dernier. Alors c'était comme d'habitude traité intelligemment par les Chinois.
Ça a commencé par les... En fait, il y a ce qu'on appelle les révolus chinois, Bao Tzu. Les élèves de Canton trouvaient que c'était moins cher à la ville qui était à côté à 40 km. Et ils ont commencé à aller comme ça en vélo, puis ça a amené des foules complètes, 100 000, 150 000 étudiants. Donc là, le gouvernement chinois s'est dit, ça sent pas bon, ça rappelle Tiananmen. Bon, on appuie sur le bouton, tous les vélos Alipay, Meichan, donc les 3 sociétés type Vélib à Paris, poup, bloqués. Bah, ils bougent plus. Bah, plus de révolution. Et plus de vélo. Et ils ont toujours des solutions, mais radicales. Hein. Maintenant, honnêtement, Xi Jinping a vraiment peur qu'il y ait une révolution. Et la seule façon... Alors j'en discutais un peu hier avec Xavier Titelman, et c'est ce que pensent aussi les gens de l'ambassade de France. En 2027, c'est le 100e anniversaire de l'armée de libération populaire de Chine. Et Xi Jinping, qui pourrait rester dans l'histoire, parce que pour l'instant, il ne reste pas grand-chose, la seule chose qu'il voit, c'est Taïwan. Et on sait très bien que faire une guerre, ça permet de concentrer la population sur autre chose. Donc en fait, le risque, il est plutôt là. Soit il se prend une révolution, soit il pourra attaquer Taïwan pour que la population pense à autre chose. Là, je fais de la géopolitique, hein, mais c'est une réalité, on le ressent. Et en fait, la télévision chinoise, de plus en plus, fait de la propagande, mais vraiment à un niveau jamais atteint. Alors, ça répond peut-être pas complètement à la question, mais... Et c'était pas la séquence espoir, mais globalement, voilà. Ok, une autre question. Bonjour, Apolline de la société Pluralsight. Merci pour cette présentation. C'est assez impressionnant de parler devant tout le monde. Donc Non, entre amis, Apolline. Alors là, non, c'est moi qui suis devant. Là, voilà, c'est derrière. Bien joué à tous les présentateurs. Pour continuer sur ce paysage assez triste, j'ai des questions par rapport à l'aspect éthique autour de l'IA. Ouais. En France, on a pu... Bon, alors j'annule du coup le temps libre, hein, on va attaquer. Alors, c'est bon. En Europe, on a publié le EU AI Act qui parle de transparence autour de l'IA. En Chine, visiblement, c'est pas vraiment une question. Si. On ne l'a pas évoqué en tout cas là dans la présentation. Je l'ai pas évoqué. Donc, voilà, je en fait, il y a les mêmes lois. Il y a une loi l'éthique et la Chine. Mythe ou réalité. Il y a une même loi que la RGPD, qui est encore plus restrictive en Chine qu'en Europe. Il y a des lois sur... on ne peut pas, en tant qu'entreprise comme Orange, en Chine, je ne pouvais pas envoyer la moindre donnée d'un employé d'Orange chinois vers la France. Même on était dans le même groupe. Il n'y a pas d'export possible de données. Il y a une protection des données, mais on est dans un pays très ouvert. Le gouvernement a tous les droits. Mais hormis le gouvernement, il y a une protection totale des données. Mais le gouvernement, lui, par contre, a le droit de bypasser. Merci. Dernière question, Timothée, rapide hélas, parce qu'on a dépassé. Et puis évidemment, est-ce que c'est vrai que les médias cultivent le sentiment anti-occidental à la télé ou tout ça, et que les gens sont préparés à la guerre et sont sûrs que les États-Unis vont les attaquer et qu'il faut se défendre? Alors, je vais répondre avec 2 éléments. Le premier, il n'est pas anti-occidental, il est surtout anti-japonais. Alors, en ce moment, c'est catastrophique. Toutes les chaînes passent en permanence des films sur la guerre 40 en disant nos ennemis, c'est les Japonais. Et le deuxième sentiment, il est anti-américain, parce que si on demande à un Chinois, donc 60% de la population va répondre, qui a amené le Covid? Ils vont tous dire, c'est les soldats chinois qui sont allés à Wuhan s'entraîner, qui ont emmené le Covid avec eux. Donc le Covid est américain.